Bélanger qui est moi-même. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une autre question qui m'a été posée concernant donc la destinée. Alors, c'est une question avec laquelle j'ai un peu plus de difficulté à pouvoir donner une réponse parce qu'évidemment, euh, on touche quelque part la grande question de l'inconnu, en fin de compte, les grandes questions quelque part existentielles. Et moi, j'ai simplement donc vous partager quelque part à travers les années, parce que ça fait quand même plus de 25 années que je fais des lectures intuitives, que j'ai pu donc faire face à diverses situations que des gens pouvaient vivre, hein, autant des problèmes de santé que des problèmes émotionnels, que spirituels. Puis évidemment, cette fameuse question de la destinée, ben, elle est jamais très loin. Et puis moi, j'ai fait de l'astrologie pendant plusieurs années aussi. Donc, ça aussi, dans l'astrologie, c'est un thème qui est fortement touché parce qu'évidemment, lorsqu'on regarde une carte du ciel au départ, dès la naissance d'une personne, on peut monter une carte du ciel. Et cette carte du ciel-là peut nous montrer quelque part les tendances qui vont se manifester dans la vie selon les influences planétaires qui vont s'exercer sur l'individu. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est que moi, quand j'ai commencé, même en tant que thérapeute intuitif, au tout début, j'ai fait beaucoup de lectures intuitives, faire un peu comme de la voyance, en fin de compte, parce que j'étais un petit peu fasciné par les gens qui pratiquaient ça. Et j'ai voulu explorer ça. Et j'ai constaté un certain nombre de choses à travers ça, que on pouvait donc lire l'avenir d'une personne, mais en autant que ce qu'on pouvait percevoir chez cette personne-là avait un potentiel, d'une part, un potentiel dans l'individu. Donc ça, c'est une part, on peut effectivement voir que chez l'individu, il y a des potentiels évolutifs qui sont chez cette personne-là. Mais qu'est-ce qui va déterminer que ce potentiel évolutif va se réaliser ou pas? C'est déterminé par un certain nombre de données. Les données sont, entre autres, hein, évidemment, ce que cette personne-là souhaite ce potentiel évolutif-là? Est-ce qu'elle a envie, elle, de le réaliser? Est-ce qu'elle a envie, quelque part, de se réaliser à travers ce potentiel évolutif-là? Donc, il y a certainement, et ça, c'est pas nécessairement conscience dont je vous parle, c'est peut-être plus à un niveau aussi inconscient, c'est-à-dire, est-ce que l'individu a, à son niveau inconscient, une volonté d'investir dans une certaine direction. Hein? Parce que moi, je pourrais dire, je veux réussir, mais cette réussite-là, bien évidemment, elle peut être manifestée par des intentions terrestres, dans le sens comment je fais pour réussir dans le monde terrestre, mais également dans mon intérieur, de quelle façon que je nourris cette réussite-là par mes pensées, par mes émotions, par mon énergie, puis par, à quelque part, cette forme de cohérence que je pourrais avoir avec moi-même et ce projet-là que j'ai de réussir. Donc, vous voyez qu'il y a des gens partant, simplement dire je veux réussir tel objectif ou je veux atteindre tel objectif, ben, déjà avec moi-même, j'ai un certain nombre de données qui vont m'indiquer quelque part le pourcentage, le potentiel finalement de, de, de réussite qui va être associé à ça. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième donnée qui est fondamentale, je dirais, c'est mon entourage. Mon entourage, bien évidemment, ça peut être ma famille, ça peut être les gens que je côtoie autour de moi, mais ça peut être également ma collectivité. Hein, ça peut être également ce qu'on pourrait appeler, bon, euh, j'allais dire le hasard de la vie, mais avec beaucoup de guillemets, dans le sens que des événements, je pense à des gens, par exemple, qui vont entreprendre des projets, puis les circonstances de la vie vont faire que ces projets-là vont complètement s'effondrer par des circonstances malencontreuses qui n'étaient pas prévisibles et qui vont se manifester parce que, je ne sais pas moi, il y a un attentat quelconque à un endroit, puis que finalement cet attentat provoque des changements complets concernant tout le développement professionnel que cette personne pouvait avoir, puis finalement, ben, elle se retrouve dans une position où tout ce qui était mis en place est complètement remis en question dû à cet acte terroriste qu'il a pu avoir, par exemple. Je vous donne un exemple comme celui-là. Donc, vous comprendrez ici que dans ce cas-là, cette personne-là avait fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Et puis, évidemment, il y a une problématique qui touche la collectivité qui va donc affecter l'individu à ce moment-là. Donc, c'est quand même intéressant, ces grandes questions-là, parce que ça nous amène à comprendre que moi, en tant qu'individu, j'ai un travail à faire pour être dans une position le plus favorable, pour être en alignement avec mon être capable de me réaliser. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est cette relation, euh, cette volonté, j'appellerais volonté spirituelle, volonté transpersonnelle, qui implique justement que moi, j'ai beau faire ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent bien, je suis en interrelation avec une collectivité et avec une humanité, pourrait-on dire, et inévitablement, ça aussi font que moi, je peux faire face à une situation
qui n'est pas prévisible et qui va me confronter donc à être limité. Donc ça, c'est une première chose que j'avais peut-être envie d'apporter concernant ce grand questionnement sur la destinée. La personne qui me posait la question me faisait part justement qu'elle s'était toujours posé la question, bon, pourquoi elle est née dans un pays, par exemple X, alors qu'elle aurait pu vivre ou naître dans un pays très pauvre, elle aurait vécu complètement différemment. Qu'est-ce qui détermine que des êtres humains vont naître dans un pays plutôt qu'un autre, etc. Alors évidemment, je vais vous parler, moi, de moi, ce que je perçois. Évidemment, c'est vraiment relié, évidemment, à ce que moi, j'ai pu observer. Par exemple, il y a un grand thème qui, je sais, peut déjà être un thème de discussion avec les gens. C'est le thème des fameuses vies antérieures. Moi, quand j'ai commencé ma pratique intuitive, je me suis dit au début, ce qui était clair pour moi, c'est que je n'avais pas envie de répéter ce que les gens disaient. J'avais envie d'expérimenter ce que je percevais et à partir de là, je puisse arriver donc à émettre des hypothèses qui me permettraient de dire, ben voilà, j'ai observé ça, j'ai observé ça, j'ai observé ça, donc je peux affirmer telle chose, telle chose. Est-ce que c'est une vérité? Non. C'est mon expérience, j'en suis très conscient. Sauf que cette expérience-là, je me dis que c'est quand même intéressant de la partager puisqu'elle repose sur qu'elle-même donc de l'expérience. Donc l'expérience fait qu'on peut dire, ben, je suis peut-être complètement dans le champ, mais au moins ça repose sur quelque chose que j'ai expérimenté. Alors, quand on parle des mémoires d'autres vies, moi ce qui m'a intéressé au tout début de ma pratique, c'était de me dire, je vais faire des lectures intuitives. J'avais des clients qui venaient me voir assez régulièrement, une fois par semaine. Donc, je me suis dit, je vais faire des dessins de leur champ énergétique avec les mémoires d'autres vies qui sont associées à cette personne-là. Et je vais faire ça une fois par semaine. Donc, d'une semaine à l'autre, je ne me rappellerai pas nécessairement de ce que j'avais vu parce que j'ai quand même pas mal de clients. Je n'arrivais pas à me souvenir nécessairement de ce que j'avais vu précédemment. Donc, ça m'a permis effectivement de monter des dossiers où j'ai pu observer une personne pendant plusieurs mois et dans lequel, une fois par semaine, j'avais donc un compte-rendu de ce que j'observais dans son champ énergétique. Et ce que j'observais dans son champ énergétique, finalement, c'est que les mémoires d'autres vies se modifiaient. C'est-à-dire que la première semaine, j'avais par exemple, moi, une résonance avec une mémoire médiévale. La semaine suivante, j'avais un thème concernant, je ne sais pas moi, la préhistoire. Un autre thème par la suite, c'était à une autre époque, et ainsi de suite. Donc, il y a des mémoires d'autres vies qui changeaient d'une semaine à l'autre. Mais par contre, il y a toujours le même thème. Par exemple, si c'était la culpabilité qui était là, ben dans chacune des mémoires d'autres vies, même si on passait d'une semaine à l'autre, il y avait toujours ce thème euh, de, de culpabilité, par exemple, qui pouvait être présent. Donc, il y a toujours la même charge émotionnelle qui était là, sauf que les scènes changeaient. Et puis, donc, ça m'a amené, moi, à constater quelque part puis que aussi, c'est que quand on faisait ce travail-là, bien évidemment, ça nous permettait de conscientiser quelque part que la personne, justement, avait donc des résonances avec ses mémoires d'autres vies-là. Alors, des résonances avec ces mémoires d'autres vies-là, ça veut donc dire pour moi, hein, cette notion d'antenne. Moi, je suis une antenne, et cette antenne-là, elle vibre avec l'histoire de l'humanité. Si elle vibre avec l'histoire de l'humanité, ça veut donc dire que moi, je vais résonner avec une mémoire X, une mémoire Y, qui va être en connotation émotionnelle, en vibration, en adéquation avec la charge émotionnelle que moi j'aimais. Alors, si je me sens coupable, je vais donc résonner avec une mémoire de culpabilité qui peut provenir donc d'une mémoire d'autre vie. Alors, je vous parle de ça parce qu'évidemment, cette question qu'on se dit, ben, pourquoi moi je suis né ici, pourquoi je suis né à tel endroit, pourquoi j'aurais pu naître dans un pays pauvre, ça nous ramène à l'ego, ça. Hein, c'est l'ego qui parle et qui dit, ben, pourquoi moi, je suis pas né dans un autre milieu, dans d'autres circonstances, etc. Pourquoi moi, je dois souffrir, pourquoi moi, j'ai eu la chance de... On pourrait se poser des questions comme celle-là. Mais ça nous ramène toujours à ce moi, pourquoi moi? Et si on nous ramène à un niveau spirituel, si on amène ça à un niveau vraiment très élevé, on pourrait facilement envisager que chaque incarnation humaine ne repose pas sur le moi, mais repose sur un processus. Un processus de lumière qui produit donc de la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, qui est produite à ce niveau très, très élevé, fait que des êtres humains vont s'incarner. Ces êtres humains qui vont s'incarner vont donc être l'incarnation d'une lumière qui va donc se manifester dans une certaine collectivité. Puis, à travers tout ça, bien, quelque part, il y a une intention, on pourrait envisager euh, que cette collectivité-là puisse parvenir à une certaine forme de sentiment d'unité. Un sentiment, quelque part, que chacun des êtres humains puisse parvenir à s'aligner avec la source et arriver donc à manifester
ce qu'ils ont à faire sur Terre nécessairement. Donc, cette notion de mission de vie. Puis, c'est certain que cette notion de mission de vie-là, quelque part, elle est très étroitement reliée justement à une société qui favorise l'expression de cette mission de vie-là. Alors, quand je dis mission de vie, je ne pense pas nécessairement à un travail, parce que quand on ramène ça à un niveau très, très élevé, on doit comprendre qu'on a tous des rôles à jouer dans la matière, et ces rôles à jouer-là ne sont pas nécessairement reliés à des professions, mais sont certainement reliés à des manifestations d'incarner à quelque part une certaine énergie. Alors moi, j'ai mis en place une typologie que je suis en train de finaliser sur les chakras, entre autres. Cette typologie repose sur les 7 grandes familles. Les 7 grandes familles, bien, quelque part, ça veut donc dire que chaque être humain sur Terre naît avec une certaine fréquence, une certaine vibration plus importante par rapport à d'autres êtres humains. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont naître avec le chakra racine très actif, c'est des bâtisseurs pour moi. Les gens qui vont naître avec une fréquence très active au niveau du chakra sacré, ça va être des communicateurs, ainsi de suite. À ces 7 grandes familles-là, donc peut-être je vais vous les nommer. Le bâtisseur, c'est le premier chakra. Le communicateur, c'est le chakra sacré. Le chakra solaire, c'est les guerriers. Le chakra du cœur, c'est les serviteurs. Le chakra de la gorge, c'est les créateurs. Le chakra frontal, les philosophes. Et le chakra couronne, c'est les spirituels. Donc, je vous présente ça parce que ces 7 grandes familles-là, finalement, mettent en évidence 7 grandes qualités énergétiques humaines qui vont faire que quand on est sur Terre, si moi je suis bâtisseur, par exemple, ben, je vais avoir des compétences dans la matière. Si je suis communicateur dans le chakra sacré, je vais avoir des compétences au niveau de la communication, de l'authenticité, de la vérité. Et quand on regarde justement la qualité harmonieuse ou équilibrée de chacune de ces composantes-là, de chacune de ces 7 grandes familles-là, ce qu'on découvre finalement, c'est que ces 7 grandes familles-là sont étroitement en relation avec des intentions d'alignement humaines et que malheureusement, la société telle qu'elle a été conçue ne permet pas l'exploration de ces 7 grandes qualités humaines-là. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'un être humain sur Terre, pour moi, à quelque part, il y a donc une intention lumineuse qui s'incarne à travers lui. Et cette intention lumineuse, c'est que cet être humain-là renoue contact avec cette lumière-là. C'est-à-dire qu'il s'incarne dans la lumière, comme s'il y avait un phénomène de purification. On pourrait le voir comme ça. Cette lumière-là s'incarne dans la matière pour finalement purifier un processus de lumière qui serait étroitement relié avec l'incarnation, c'est-à-dire que lorsqu'un être humain naît sur Terre, il produit une pollution. On va dire ça comme ceci. Ces pollutions, ce sont comme des vibrations, c'est des formes pensées, c'est des énergies psychiques, à quelque part qu'il émet dans un univers qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qu'on pourrait qualifier d'univers super lumineux, tel que la physique quantique le nomme aujourd'hui, dans lequel, dans cet espace-là, cet niveau de fréquence-là qu'on ne voit pas de nos yeux, on pourrait concevoir qu'il y a plein de mémoires qui sont émises. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, j'émets plein d'énergie et tous les êtres humains sur Terre émettent plein d'énergie. Et dans cet univers-là psychique, il y a une accumulation d'informations sans cesse, c'est-à-dire que depuis le début des temps, toutes les informations psychiques qui ont été émises par des êtres humains se retrouvent encore là, comme des pollutions finalement. Et nous, à quelque part, parce qu'on raisonne avec elles, on va les raisonner, on va les nourrir. Et parce que ça les nourrit, bien, quelque part, ça devient une espèce de monde psychique très, très intense, très dense, qui font que, à quelque part, l'être humain qui voudrait évoluer, progresser, cheminer, a beaucoup plus de difficultés à le faire parce que, justement, il va raisonner constamment avec des énergies psychiques qui vont colorer, qui vont nourrir, à quelque part, l'émotion qui est en lui. Par exemple, si je me sens coupable, ben, je vais raisonner avec des mémoires psychiques de culpabilité qui ont été vécues dans l'histoire de l'humanité, qui vont faire que moi, je vais rester un petit peu prisonnier de cette émotion-là. Et ça va être beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir arriver à m'en dégager parce que ça va nécessiter que je retrouve une position d'alignement. La position d'alignement va faire que je ne raisonnerai plus avec cet univers psychique-là et je vais pouvoir donc arriver à évoluer, progresser plus rapidement. Donc, tout ça pour vous dire que pourquoi, par exemple, une personne va naître dans un pays plutôt qu'un autre, pourquoi? Ben, je vous dirais que pour moi, c'est beaucoup simplement lié à quelque chose d'impersonnel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lumière qui s'incarne, et cette lumière-là, quelque part, elle est impersonnelle au départ. Donc, elle va s'identifier, cette lumière-là, à l'être que je suis, parce qu'il y a donc un processus d'incarnation, et ce processus d'incarnation va se faire à travers justement le jeu humain, à quelque part, dans lequel deux êtres humains vont vont procréer. Et cette procréation va faire qu'une individualisation va se faire à ce niveau-là. Et c'est là que je vais me poser la question de moi-je. Mais sinon, avant même qu'on arrive au moi-je, il y a donc quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi, qui ne nous ramène pas à ce moi-je. Il nous ramène à quelque part quelque chose qui est carrément donc de l'ordre d'un processus
je vous dirais tout de suite, là, je ne connais pas le processus en détail. Je ne fais que émettre des hypothèses et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et je ne vous en voudrais pas. Parce que je suis bien conscient qu'à ce stade-là, moi, j'ai pu donc voir des choses, puis ce que je vous raconte, ça tient complètement à la route par rapport à mon expérience. Maintenant, on sait que mon expérience, à quelque part, peut être subjective, mais c'est quand même une expérience dans un monde intuitif dans lequel j'ai pu, à travers les années, pratiquer énormément. J'ai quand même 25 ans d'expérience dans ce type de lecture-là, donc je pense que j'ai une certaine expertise par rapport à ça. Est-ce que j'ai la vérité? Je ne vous dis pas ça, mais je vous partage une expérience que j'ai depuis 25 années de lecture intuitive et dans lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. Je n'ai pas été simplement dans la lecture intuitive, j'ai vraiment aussi cherché à comprendre à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui m'anime, cette volonté de comprendre les choses. Et ce que je vous partage, donc, c'est une réflexion que j'ai qui nous amène donc à développer une forme d'humilité. Pour moi, c'est ça un peu la conclusion que j'aimerais apporter à cette petite vidéo-là, c'est que l'humilité nous amène au fait que tous les êtres humains sur Terre, quelque part, sont à l'origine de la lumière. Et que malheureusement, lorsqu'on arrive sur Terre, cette lumière-là, quelque part, elle se perd. Elle se perd selon justement l'endroit où on est. Parce que malheureusement, il y a une injustice sociale. Et cette injustice sociale, c'est pas la lumière qui l'a voulu, d'accord? C'est la conscience humaine qui s'incarne sur Terre, qui en a fait quelque chose. Hein, on a fait quelque chose de ce monde-là, de ce monde terrestre-là, on l'a créé, hein, à quelque part, et on en a créé quelque chose qui n'est pas nécessairement joli à regarder aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on voit que la planète Terre, bon, on n'en prend pas bien soin. On sait que le monde animal n'est pas bien, justement, on n'en prend pas bien soin. Et pire que ça, le monde humain, on n'en prend pas bien soin. C'est-à-dire que les êtres humains, on ne reconnaît pas la dignité de ce monde-là. Donc, c'est évident que tout ce qu'on vient de parler ici implique à quelque part quelque chose qui n'appartient pas à la lumière. Ça implique à ce que l'être humain est en train de faire avec quelque chose de merveilleux et de lumineux. La planète Terre, on reconnaît maintenant que c'est un être, un organisme vivant qui est énergétique, hein, qui produit donc des énergies. L'être humain, on reconnaît qu'il n'est pas fait de chair et d'os, qu'il est énergie aussi. Et on reconnaît que le ciel, le cosmos, est énergie aussi. La physique quantique nous amène à conclure ça et de ne pas être ésotérique en le disant. C'est vraiment quelque chose de scientifique. Donc, on comprend ici que à partir du moment qu'on reconnaît quelque part que c'est un monde de lumière, ben on comprend que nous, on a un certain rôle à jouer dans ce monde de lumière-là, parce que quand on s'incarne sur Terre, on fait quelque chose avec cette lumière-là. On utilise la lumière d'une certaine façon. Et on comprend que la façon qu'on l'utilise, bien évidemment, c'est peut-être pas la façon la plus heureuse. Si on pose un regard sur cet univers-là, on se dit, mais il n'y aurait pas eu moyen de créer un monde différent. Je pense que oui. Hein, quand on regarde les injustices sociales, etc., etc. Donc, quand on me dit la question, bon, est-ce que j'aurais pu me mettre dans un endroit pauvre par rapport à un endroit riche, par exemple? Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé dans un endroit qui était plutôt bien, hein, au niveau des conditions? Je n'aurais pas pu me retrouver dans un endroit moins intéressant. Bien sûr qu'on aurait pu le faire. Et qu'est-ce qui aurait déterminé, à quelque part, cela? Ben, tu sais, c'est là qu'on ramène avec cette grande famille dont j'ai parlé tantôt. Je pense que cette grande famille ont tous des rôles à jouer dans une certaine constitution, une certaine composante énergétique. On a des rôles à jouer. Les serviteurs, par exemple, vont être des gens de service, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont se perdre dans les autres, hein, mais ce sont des gens qui vont avoir une volonté de servir. Ils vont avoir une qualité, quelque part, de service qui vont être là. Les communicateurs vont avoir une volonté de communication, d'être dans une forme d'authenticité, de vérité. Les bâtisseurs dans la matière, les guerriers vont dans un processus de collaboration, mais affirmative, hein, etc., etc. Donc, on a tous, à quelque part, l'être humain a toutes ces composantes-là, puis ils ont tous le devoir, on a tous le devoir, quelque part, d'apprivoiser ces 7 grandes familles-là, puisque ce sont 7 grandes composantes humaines. Et ces 7 grandes composantes humaines-là, lorsqu'elles sont utilisées de façon harmonieuse, ben, on peut concevoir que à ce moment-là, on est en train de créer un monde différent. Un monde différent qui repose justement sur des composantes différentes que ce qui a été créé jusqu'à maintenant. Parce que ce qui a été créé jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des versions équilibrées de l'être humain. Ce sont des versions, quelque part, dans lesquelles l'être humain a cherché, par exemple, à dominer d'autres êtres humains, à chercher à dominer le monde animal, chercher à dominer la planète Terre. Vous voyez, alors, cette notion de dominance, mais ça implique que dans ces 7 grandes familles-là, on ne valorise pas l'équilibre de chacune de ces composantes-là, mais on va valoriser davantage une forme d'hyperactivité de chacune de ces composantes-là qui va faire que l'être humain, au lieu d'être dans une position d'alignement, va développer une composante de domination vers l'autre, hein, de domination vers le monde humain, vers la planète Terre, vers les animaux, etc., qui vont faire effectivement qu'on va créer un monde comme celui qu'on a vécu. Donc, cette notion de domination, pourquoi elle existe? Bien, parce qu'à quelque part, l'être humain qui naît sur Terre a le sentiment
que le seul moyen, quelque part, de posséder quelque chose hein, dans ce monde humain-là, c'est d'avoir cette vision de domination. Et en dominant ben, d'autres êtres humains, ben, il y a effectivement ce sentiment d'importance, hein, ils se valorisent à travers ça. Et tout ça, évidemment, pour moi, est un processus qu'on pourrait concevoir comme étant un processus qui dépasse notre entendement, c'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, ben, quelque part, on doit passer à travers un certain cheminement d'évolution qui va faire qu'un jour, l'être humain va être capable de se mettre dans une position de verticalité et de reconnaître son essence lumineuse, reconnaître sa beauté, reconnaître la beauté de tous et chacun et de construire un monde différent. Alors, on n'en est pas rendu là, bien sûr, mais je pense que la destinée humaine est certainement dans cette direction-là, va certainement dans cette direction-là. Et on pourrait très bien dire aujourd'hui que des changements cosmiques, des changements de vibration, de fréquence qui se font effectivement dans le monde actuellement. Mais moi, je voudrais qu'une chose. Moi, j'ai fait de l'astrologie pendant quand même plusieurs années. Et ce que j'ai compris de l'astrologie, c'est que grâce au mouvement astrologie humaniste, entre autres, qui est un mouvement d'astrologie que j'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est important de comprendre qu'on a une responsabilité en tant qu'être humain. Quelles que soient les conditions qui se font, qui changent actuellement, que ce soit au niveau de la planète Terre, le champ électromagnétique de la planète Terre est en train de changer actuellement, le champ Schumann se modifie. On dit que des énergies cosmiques sont différentes qui se manifestent sur Terre, etc. Je pense qu'il faut comprendre une chose. Nous, en tant qu'être humain, on est des êtres de lumière. Ces êtres de lumière peuvent changer notre relation avec la planète Terre, peuvent changer notre relation avec le cosmos. Ça demande effectivement une prise de conscience. Une prise de conscience qu'on est une antenne et que cette antenne-là, elle peut vibrer avec les énergies telluriques de la Terre, elle peut vibrer avec les énergies cosmiques différemment. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je peux subir ces changements cosmologiques, on pourrait voir ça comme ça, que la planète Terre ou le cosmos peut induire. Mais moi, en tant qu'être humain, je peux apprivoiser ma structure énergétique pour apprendre justement à me mettre dans une position de plus grande harmonisation avec ces changements-là. Donc, je ne suis pas une victime de ces changements-là. Et je pense que la notion de destinée implique justement qu'on comprenne ça en tant qu'être humain, qu'on n'est pas des victimes de quelque chose, on est des collaborateurs de quelque chose qui est plus grand que soi. Je suis d'accord avec vous. Mais ce plus grand que soi-là nous demande à quelque part de nous autoriser le droit de s'harmoniser avec ça. Et cette harmonisation-là implique qu'on ait la maturité requise pour être capable justement de devenir conscient de ce processus-là et de collaborer avec lui. Alors, c'est certain que la question de la destinée est une question effectivement qui met en évidence la notion de l'enfant. L'enfant qui se dit, ben voilà, la vie est plus grande que moi et je suis donc un enfant et je subis quelque chose. Hein, il y a des traditions, par exemple, dans la tradition indienne, on va beaucoup parler des vies antérieures, du karma justement, hein, dans lequel on est sur Terre avec un genre de karma qui va faire qu'on va devoir vivre un certain nombre de choses. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à l'ère de la physique quantique aujourd'hui, à l'ère où on dit que le bagage génétique n'est pas figé comme on le pensait auparavant, à cette ère-là, quelque part, on commence à faire éclater ce que j'appelle le monde figé. Et pour moi, le monde des vies antérieures, le monde du karma, est un monde figé. Est un monde figé, tout comme l'épigénétique, le bagage génétique, on le disait tout récemment, qui était figé aussi. Donc, pour moi, on est en train de vraiment avoir accès à une transformation de la conscience humaine. Et cette transformation de la conscience humaine nous donne l'opportunité de commencer à se rendre compte qu'on a une certaine capacité de prendre dans nos mains notre vie et d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Et que ça demande évidemment qu'on soit capable de poser un regard sur cette vie-là et de se dire de quelle façon que moi, je peux développer les composantes, les qualités humaines qui sont en moi, malgré le monde dans lequel je suis. Je dis malgré le monde dans lequel je suis, parce que ce serait facile de se dire, ben voilà, il y a des gens quelque part que hein, la société me reflète quelque chose qui n'est pas nécessairement très beau. Hein, par exemple, je vais vous donner un exemple de ça qui me fait toujours sourire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est honnête, on va souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Hein. Quelqu'un qui est honnête, on va lui dire, mais t'es con, pourquoi tu as dit telle chose, pourquoi tu aurais dû pas le dire. Vous voyez, comme si on avait comme une forme de valorisation face à l'idée que si on ne dit pas toutes les choses qu'il faut dire, hein, que si on n'est pas honnête, si on n'est pas vrai, ben quelque part, on est intelligent. Alors, vous comprenez que le piège là-dedans, c'est qu'on a appris, nous, à reconnaître que c'était normal de ne pas être vrai, de ne pas dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, on est con, parce qu'on va se mettre dans la merde, on va se mettre dans des problèmes, etc. Alors, vous voyez qu'on tombe on est assez piégé en tant qu'être humain parce qu'on a appris à valoriser des composantes qui ne sont pas en harmonie avec la nature humaine. Parce que pour moi, la nature humaine, c'est cette forme de transparence et cette forme d'honnêteté-là. Et que si on n'est pas capable d'être dans cette transparence, cette honnêteté-là, c'est parce qu'on s'est identifié
à cette forme de collectivité humaine qui a répondu à quelque part à ce que j'appellerais une trame psychique. La trame psychique, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas, ce que je vous parlais tantôt des mémoires qui animent le champ, l'univers superlumineux. Ces mémoires-là, quelque part, elles reposent sur quoi? Elles reposent fortement elles reposent sur des instincts primitifs de survie que l'être humain a appris à quelque part à déployer lorsqu'il est né sur Terre, lorsque les premiers êtres humains sont arrivés sur Terre, puis par la suite, bien évidemment, tout au long de l'histoire humaine, on n'est jamais très loin de cette pulsion primitive humaine, des instincts primitifs animaux que l'être humain a pu déployer. Et que tout ça, bien, quelque part, nous garde dans une espèce de trame psychique, hein, finalement, où on n'est pas capable d'accéder à la plus belle dimension de l'être humain, parce que cette plus belle dimension de l'être humain n'est pas accessible, parce que cette pollution vient lui rappeler, quelque part, constamment, par les résonances qui s'effectuent avec le passé, lui rappelle constamment, finalement, l'histoire du passé, hein, les émotions du passé, et l'être humain ne parvient pas, lui, à retrouver la position de verticalité qui lui permettrait de réaccéder à la lumière, qui permettrait le changement humain. Donc, le défi, je pense, par rapport à cette question de la destinée, mais le défi, c'est effectivement, c'est de reconnaître que l'être humain a une destinée entre ses mains. Cette destinée-là, quelque part, a des potentiels limitatifs. Limitatifs, pour moi, ce sont des potentiels qui nous ramènent constamment au passé, qui nous ramènent constamment au fait, à quelque part, qu'on a déjà vécu ceci, cela, 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 donc on va arriver à telle position. Le potentiel limitatif, il ne faut pas se leurrer, c'est la fin du monde. Si on le met dans la finalité de l'humanité, ce potentiel de l'humanité relié à la fin du monde est un potentiel qui est nourri par l'être humain depuis très très longtemps et qui nous ramène évidemment à l'ignorance humaine de se dire, ben voilà, la planète s'échauffe, il y a plein de ressources écologiques, économiques, écologiques qui ne sont pas bien gérées et à quelque part, aucune réaction. Alors, comment expliquer qu'il n'y a aucune réaction? Sinon, à quelque part, que les instincts humains, à quelque part, nous ramènent justement à ce que je pourrais appeler être le maître du monde. Et ça nous ramène à l'ego. L'ego, à quelque part, de l'être humain qui se rappelle, lui, que le seul moyen pour lui d'exister, c'est d'être un ego. Et un ego, qu'est-ce que ça fait? Ça contrôle le monde, ça contrôle la planète, ça contrôle les êtres humains, hein, si on peut les contrôler. Alors, vous voyez, c'est là qu'on tombe dans une dimension où l'être humain, quelque part, est limité par sa dimension égoïque. Et cette dimension égoïque le ramène constamment à son jeu et constamment dans l'idée, quelque part, qu'il doit préserver son jeu. Alors, un individu qui a l'impression qu'il existe parce qu'il a beaucoup d'argent, par exemple, ben, va préserver le fait qu'il ait beaucoup d'argent parce qu'il va se dire qu'il perdrait son identité. Alors, évidemment, tout ça est un mécanisme inconscient dont on est plus ou moins conscient en tant qu'être humain, mais qui nous ramène constamment à l'explication de ces fameuses positions de répartition de richesse injuste, par exemple. Hein? C'est un exemple, entre autres. Donc, comprenez que pour que la destinée, on puisse se permettre de se la réapproprier, il faut renouer contact donc, avec ces 7 composantes équilibrées, je dirais, de l'être humain, qui nous ramènent donc aux 7 expressions humaines les plus justes possibles et de les développer pour qu'on puisse retrouver la position d'alignement et qu'on puisse prendre notre destinée entre nos mains. Et cette destinée-là, évidemment, ben, c'est chaque être humain qui doit la prendre en main. On ne doit pas attendre après une collectivité, on ne doit pas attendre après un gouvernement, on ne doit pas attendre après une religion non plus. On doit prendre le temps, à quelque part, de considérer que nous, en tant qu'être humain, on a un poids, on a un petit poids parmi toute l'humanité-là, on a chacun un petit poids de responsabilité par rapport à ça. Et il faut donc commencer à générer des actions qui sont en accord avec notre vision du monde et de commencer justement à lui donner la permission d'exister à cette nouvelle expression du monde. Alors, je pense que chacun d'entre nous, ben, on peut commencer à faire un saut quantique, hein, pour reprendre l'expression à la mode. Un saut quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de reconnaître à quelque part que dès maintenant, l'être humain que je suis peut accéder à l'expression la plus pure, la plus lumineuse, la plus rayonnante qui est en lui, par le fait que simplement il l'identifie dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, qu'il commence justement à mettre en place un plan d'action qui va permettre à cette lumière-là de s'effectuer, donc de faire ce fameux saut quantique pour permettre justement la réalisation de soi. Et cette réalisation, ben, elle ne repose pas nécessairement sur la réussite sociale, hein, on s'entend. Ce saut quantique-là nous ramène justement simplement à développer
des comportements, développer des façons de fonctionner qui nous ramènent justement vers cette expression de la lumière qui est en soi et cette fameuse composante humaine qui reprend justement l'idée qu'il y a cette expression de l'être humain qui sont en nous qu'on cherche à développer de la façon la plus adéquate possible. Hein, donc, un bon rapport avec le monde terrestre, une bonne communication authentique avec soi-même et les autres, une bonne capacité de s'affirmer tout en reconnaissant que les autres êtres humains qui sont autour de soi peuvent être des collaborateurs pour soi, qui vont faire que le pouvoir que moi j'ai va être augmenté par la collaboration avec les bonnes personnes de se faire. Au niveau du cœur, de bien servir, hein, de bien me servir moi et de bien servir les autres. Hein, donc, de développer une relation de communauté, un esprit communautaire, je dirais, par rapport aux vertus du cœur. Au niveau de la région de la gorge, c'est la créativité, être capable de se connecter avec les énergies élevées hein, du ciel pour commencer à faire venir sur Terre des beaux projets créatifs et en harmonie avec la vie, avec l'idée de développer la vie sur Terre d'une façon de plus en plus harmonieuse. Le chakra frontal, bien évidemment, c'est de développer une position de témoin qui me ramène à l'idée que je suis un être de sagesse qui va me donner l'opportunité de mieux comprendre le sens de la vie, mieux comprendre l'expérience de la vie comme étant quelque chose qui me relie à quelque chose de plus grand que moi. Et puis le sommet de la tête qui va me relier donc à l'expression de cette fameuse lumière dont je parlais tantôt et de chercher à m'harmoniser le plus possible avec elle. Donc, tout ça finalement va me permettre à quelque part de retrouver cette position de responsabilité, je dirais, dans laquelle l'alignement va être possible et dans laquelle je vais pouvoir vraiment servir, non pas servir l'humanité, mais servir à quelque part l'essence lumineuse qui habite mon être et qui m'a donné naissance sur Terre et qui va me donner l'opportunité justement de pouvoir exprimer, je dirais, cette qualité lumineuse en moi sur Terre. Et à travers ce processus-là, je pense que c'est là qu'on va donner sens à notre existence, puisqu'on va se rappeler qui on est véritablement. On est tous des êtres de lumière, et tous ces êtres de lumière devraient se tenir par la main, puis manifester leur amour et leur gratitude les uns avec les autres. On en est loin peut-être actuellement, mais tous ensemble, on peut commencer justement simplement à commencer à faire ce petit virage. Le virage qui va nous amener tout doucement vers cette mission, cette nouvelle mission de vie, quelque part qui est en chacun de nous et qu'on peut nourrir dès maintenant. Et je pense que c'est ça qui est la beauté de la chose et c'est ça que je vous invite donc à explorer, expérimenter, si vous le voulez bien, dans votre démarche de vie. Alors, c'est un peu la réponse que j'avais envie de transmettre, d'exprimer concernant cette question sur qu'est-ce que la destinée, quelque part. Alors, je l'ai présenté d'une façon un peu spontanée. Comme je dis, moi, je ne m'y prépare pas, c'est ma volonté de le faire un peu comme spontanément. Alors, j'espère que ça vous a plu et que si d'autres questions viennent à vous concernant ce sujet-là ou d'autres sujets, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre à cela. Si vous avez de l'intérêt pour aller un peu plus loin à découvrir la pleine conscience intuitive, vous pouvez toujours visiter le site www.thérapie au pluriel, intuitive au pluriel.com. Vous pouvez également visiter ou vous abonner à la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive, puisqu'il y a beaucoup de vidéos, de conférences, de webinaires qui ont lieu dans les cadres de formation et également de questions et réponses. Vous avez plusieurs questions et réponses qui sont présentées. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Ça me fera plaisir de vous y voir. Si vous avez des questions et commentaires, j'y réponds à chaque occasion, donc n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Je vous dis à très bientôt et très belle fin de journée. Au revoir.